Nous avons vécu depuis 2022 une véritable fièvre autour des grands modèles de langage. Chaque nouveau modèle était présenté comme une révolution, une promesse d'intelligence universelle accessible à tous. Et les derniers en date, comme Fable 5 d'Anthropic ou GPT 5.6 Sol de OpenAI, en sont une fois de plus le parfait exemple. Les entreprises se sont ruées sur ces outils, convaincues d'avoir trouvé la clé de la productivité augmentée. Et pourtant, 2 ans plus tard, le constat est sans appel. Ce qui transparaît dans les études, c'est que moins de 30% des dirigeants sont satisfaits du retour sur investissement de leurs projets d'IA générative. Pire encore, 95% de ces projets n'ont jamais passé le cap de validation pour la production. Les pilotes s'accumulent, les budgets s'envolent, mais la transformation reste lettre morte. Selon moi, l'une des grandes causes de cette désillusion repose sur le fait que nous ayons considéré le LLM comme l'alpha et l'oméga de nos systèmes, alors qu'il ne devrait être, en toute logique, qu'un composant, certes puissant, mais un composant contributeur parmi d'autres. Pire encore, en couplant nos processus métiers directement à un modèle propriétaire, nous avons construit des effets de couplage et des dépendances que nous ne sommes plus en mesure de contrôler. Imaginez simplement si demain, un modèle comme Opus 4.8, que vous avez rendu soluble à tout niveau dans vos systèmes, venait à devenir 10 fois plus coûteux en usage. Cette vidéo défend une hypothèse simple, celle que le système qui gravite autour du LLM est bien plus important que le LLM lui-même. La première des choses à comprendre, c'est que le modèle est devenu une commodité. Il est désormais interchangeable et fongible. Sa valeur ajoutée, son avantage concurrentiel durable, tient à la fois dans l'architecture qui l'orchestre, dans les données qui l'alimentent, dans les garde-fous qui le contraignent et dans la modularité qui permet de le remplacer à tout moment, et cela sans conséquence sur vos systèmes. Avant toute chose, il faut absolument comprendre ce qu'est un LLM. Un LLM, aussi sophistiqué soit-il, reste fondamentalement une machine à prédire le prochain token. Pour faire simple, il n'a que pour seule et unique compétence d'établir des corrélations statistiques entre différents mots. Si les résultats obtenus sont en soi déjà fantastiques, vous devez absolument intégrer qu'il n'est pas capable, malgré les apparences, d'une compréhension causale du monde. Et ce point est absolument essentiel. Yann Lequin, l'un des pères fondateurs de l'apprentissage profond et ancien directeur scientifique de l'IA chez Meta, est sans doute le critique le plus radical de cette analyse. Comme il n'a de cesse de le répéter, les LLM n'ont aucune représentation du monde physique, ne disposent d'aucune mémoire épisodique et ne comprennent ni la causalité ni le bon sens. Pour Lequin, le langage n'est pas le cœur de l'intelligence, mais davantage un de ses sous-produits. Un LLM peut rédiger un poème ou un contrat, mais il est incapable seul, par exemple, d'ajuster les priorités quand un imprévu survient, d'arbitrer entre des ressources limitées et contradictoires, ou encore d'anticiper les tensions au sein d'une équipe. Tâches qui, je le rappelle, sont exécutées chaque jour par un chef de projet junior sans effort démesuré. Cette limitation est inhérente à la structure même du LLM. Son architecture est conçue pour manipuler une multitude de symboles dans un espace textuel, pas pour interagir avec la complexité continue et imprévisible du monde réel. C'est pourquoi Lequin prône la voie alternative des world models et des architectures GEPA, capables d'apprendre des représentations abstraites du monde à partir de données multimodales. Bon, là, nous parlons encore de recherches qui ne sont pas applicables concrètement dans nos besoins professionnels. Alors, faut-il pour autant mettre de côté les LLM ? Eh bien, absolument pas. Le marché des LLM est aujourd'hui dominé par des acteurs majeurs comme OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, DeepSeek, Alibaba Cloud, Zippo AI, qui se rendent coup pour coup dans une guerre commerciale dont la finalité est de populariser leurs différents modèles. Anthropic accapare à lui seul 40% des parts du marché. Et dans tous les cas, chaque nouvelle version est présentée comme un bond quantique, reléguant la précédente aux oubliettes. Cette course à la performance et à la supériorité technique esquive dans le même temps une réalité économique que chaque entreprise, chaque utilisateur qui ont un usage professionnel devrait avoir à l'esprit. Le modèle économique des API, c'est-à-dire facturé au token, est économiquement intenable à grande échelle avec nos façons actuelles de procéder. Une étude de Microsoft Research datant d'avril 2026 démontre d'ailleurs que les tâches de codage agentique consomment jusqu'à 1000 fois plus de tokens que les interactions conversationnelles classiques. Les coûts d'API par ingénieur peuvent atteindre jusqu'à plusieurs milliers de dollars par mois.
D'ailleurs, un cas d'école qui illustre bien cette frénésie est celui de Uber qui a épuisé l'intégralité de son budget IA de 3,4 milliards de dollars pour 2026, excusez du peu, en l'espace de quelques mois en déployant des outils agentiques auprès de 5000 développeurs. Malgré une situation sous tension extrême, l'investissement sur l'usage de l'IA reste pourtant colossal. Et ce n'est pas un secret, le LLM le plus puissant est aussi le plus cher, le plus consommateur de ressources et le plus difficile à contrôler. Et pourtant, les entreprises continuent de s'y précipiter, tels des papillons attirés par la lumière d'une lampe anti-moustique. Prenons un exemple qui est symptomatique de ce que je viens d'évoquer. Suite aux effets d'annonce d'Anthropic, communiquant sur la puissance débridée de ces nouveaux modèles, l'envie est grande d'intégrer les dernières versions de Sonnet, d'Opus ou encore de Fable au cœur de nos workflows d'entreprise, ou encore de construire des applications autour de leur API et de former des équipes à toutes leurs spécificités. Mais attention, cette tentation peut créer une dépendance qui va coûter bien plus cher qu'un simple contrat. Ce qu'il est absolument nécessaire de comprendre, c'est que plus le couplage avec une technologie, ici un LLM, est fort, plus l'effet de dépendance au fournisseur est important. Qu'il s'agisse d'Anthropic, d'OpenAI ou encore de Google, ce verrouillage à leurs produits est, vous vous en doutez, sciemment orchestré et tous savent parfaitement que cette dépendance technologique est pour l'usager un point qui lui est extrêmement coûteux, voire impossible de changer. Dans le contexte de l'IA, ce risque est particulièrement insidieux pour plusieurs raisons. Premièrement, le verrouillage est technologique. Les modèles propriétaires utilisent des architectures, des formats de données et des interfaces qui leur sont propres. On peut voir des différences entre les payloads, la structuration des schémas, les audits des prompts ou encore la réindexation vectorielle. Dans un système à forte valeur, migrer par exemple d'Anthropic vers OpenAI n'est pas une opération triviale, car elle peut nécessiter de réécrire beaucoup de lignes de code, de revalider des chaînes entières de traitement et de reformer des équipes entières. À titre de comparaison, je me souviens que dans les années 2000, nous avions exactement le même problème avec les formats de fichiers Microsoft Office. Nous pouvions ouvrir un point doc avec OpenOffice, mais la mise en page sautait le plus souvent. Les macros ne marchaient pas et nous perdions parfois jusqu'à 2 jours par document pour réaligner l'ensemble. Outre le verrouillage technologique évoqué, je constate un verrouillage économique. La tarification à l'usage, couplée à l'explosion des volumes de tokens dans les infrastructures agentiques, expose les usagers à une dépendance budgétaire. Mais ce n'est pas tant le prix unitaire du token qui enchaîne le client que l'abîme structurel du fournisseur taraudé entre le compute et le delivery. Pour rappel, le compute, c'est la capacité de calcul informatique disponible pour faire tourner une IA. En revanche, le delivery, c'est la délivrance effective, fiable et temporelle du résultat. Dans une architecture agentique, pour qu'un seul token de delivery parvienne à l'utilisateur, il a fallu en générer des dizaines en compute interne, notamment afin d'activer des chaînes de pensée, des appels d'outils ou encore des validations croisées. Or, le modèle n'étant pas déterministe, garantir un delivery de qualité exige une redondance quadratique qui s'appuie sur des appels de vérification, des mécanismes pour rejouer des processus, de la mémoire tampon pour les calculs et pour compenser les temps morts, ou encore de la nécessité de limiter les requêtes. Vous ne payez donc pas pour les tokens utiles, mais pour les tokens utilisés pour compenser l'incertitude de l'inférence. Par ailleurs, la fenêtre de contexte, qui se sature vite, allonge les temps de préemption et oblige à surréserver le taux de production provisionné, transformant un coût variable en coût fixe spécifique au fournisseur. De plus, les modèles étant encouragés à être bavards, est in extenso un coût en token de sortie plus élevé. C'est votre facture qui gonfle sans que la qualité du delivery n'en soit proportionnellement améliorée. Pour le dire autrement, plus vous utilisez le modèle, plus vous lui êtes redevable. Non pas du modèle lui-même, mais de l'infrastructure propriétaire de monitoring, de cache et d'orchestration qui s'est transformé le compute en delivery fiable. Et plus vous lui êtes redevable, plus il est difficile d'envisager de le quitter, car migrer vers un concurrent signifierait non pas changer de moteur, mais réécrire 3 à 6 mois d'optimisation système. Une dette technique que vos tokens ont par ailleurs déjà financée chez votre fournisseur. Le troisième verrouillage que j'ai identifié est d'ordre stratégique. Comme le souligne Satya Nadella, PDG de Microsoft, l'externalisation du savoir-faire intellectuel vers quelques modèles d'IA géants risque de reproduire les erreurs de la mondialisation des années 90.
Dans les années 90, les entreprises occidentales ont externalisé la production physique, comme les usines ou la main-d'œuvre, vers des pays à bas coût. Si elles ont gagné en rentabilité à court terme, elles ont toutefois laissé s'échapper leur savoir-faire métier. Quand la crise logique et géopolitique est arrivée, elles se sont retrouvées dépendantes et complètement désarmées. Aujourd'hui, au lieu d'externaliser des bras, vous externalisez vos cerveaux métiers. Vous confiez à GPT ou à Claude la rédaction de vos contrats juridiques, l'analyse de vos données financières ou le diagnostic de vos pannes machines. Et pendant que le modèle apprend de vos données et s'affine, vos juniors, eux, n'apprennent plus. Ils deviennent des prompteurs qui valident des sorties au lieu de devenir des experts qui construisent des raisonnements. Dans 10 ans, si le modèle devient trop cher ou est censuré, vous n'aurez plus une seule personne dans l'entreprise capable de faire ce travail de fond. Ce verrouillage stratégique agit en sourdine sur 3 niveaux de compétences qui contribuent à un véritable drainage cognitif. Tout d'abord, les experts seniors qui passent leur temps à relire et corriger les sorties de l'IA, au lieu de transmettre leur heuristique, ou si vous préférez leur méthode de pensée, aux plus jeunes afin de pérenniser le savoir dans l'entreprise. La valeur ajoutée des seniors se déplace de la création vers la supervision. C'est un rôle épuisant et peu formateur. Concernant les juniors, leur quotidien s'en ressent également. Ils apprennent désormais par osmotisation inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des erreurs et de comprendre pourquoi une analyse est bonne, ils apprennent à détecter si une réponse ressemble à une bonne réponse. Ils deviennent des évaluateurs stylistiques et malheureusement pas des penseurs critiques. La troisième victime de ce verrouillage, c'est vos processus métiers eux-mêmes. Les workflows sont réécrits pour s'adapter aux forces et faiblesses du modèle. Par exemple, on reformule les questions pour éviter les hallucinations. Ces workflows deviennent alors très spécifiques et couplés à ce modèle. Si vous changez de fournisseur, toute votre architecture opérationnelle s'effondre. Mais surtout, les compétences humaines ont été formatées à ce modèle particulier. C'est donc toute la chaîne de valeur qui est mise à risque par ce verrouillage. Et si l'on pousse le bouchon encore plus loin, l'entreprise s'expose à un verrouillage épistémique qui tient dans une sorte de centralisation du sens. Alors pour ce point, je m'explique. Ce qui est sous-jacent, c'est que les modèles géants imposent leur ontologie. Ils catégorisent le monde selon leur représentation mathématique. Quand vous utilisez un modèle propriétaire, vous intégrez sa manière de découper la réalité. Ce qu'il juge important ou non, ses biais statistiques ou encore ses angles morts. Pour illustrer mes propos, voici un exemple concret. Si vous êtes un bureau d'études en environnement et que vous utilisez un modèle américain pour analyser des sols, ce modèle a été entraîné majoritairement sur des données nord-américaines. Il va donc naturellement sous-pondérer des spécificités locales comme la nature des argiles en zone tropicale, et vos ingénieurs, en corrigeant constamment ces biais, finissent par intérioriser ce cadre de pensée américain. Ils perdent en quelque sorte leur réflexe local. Quitter ce modèle n'est pas juste perdre un outil, c'est désapprendre un cadre de pensée que vos équipes ont passé des mois à intégrer. Il n'est pas loin de penser que cela peut être comparable à un traumatisme cognitif collectif. Je vous ai dit précédemment que l'usage exclusif d'une IA favorise l'apprentissage et l'affinage du modèle sur vos données. C'est pour le modèle une opportunité qui alimente sa boucle d'amélioration. De facto, le fournisseur du modèle redistribue cet apprentissage à tous ses autres clients, y compris vos concurrents directs. Là encore, plus vous utilisez l'IA pour rester compétitif, plus vous rendez vos concurrents compétitifs via l'amélioration du modèle. Et vos équipes, en corrigeant les erreurs de ce modèle, ne font pas que perfectionner un outil que vous ne possédez pas. Votre avantage concurrentiel ne tient donc plus dans votre connaissance métier, puisque le modèle la connaît désormais, mais uniquement dans votre capacité à écrire de meilleurs prompts et à organiser des workflows. Or, ces compétences sont éphémères et non brevetables, et dès qu'un concurrent a recours au même modèle, il vous rattrape potentiellement en quelques semaines. Alors on pourra me rétorquer qu'il suffit de refuser que nos données ne doivent pas servir à entraîner le modèle. Bon, je vais être clair, je trouve ça très mignon, et vous êtes libre de croire à un monde où il existe des licornes argentées, mais pour ma part, je ne souhaite pas me reposer sur une confiance aveugle dans une boîte noire, alors que les intérêts économiques des fournisseurs sont diamétralement opposés à votre protection. Même si un contrat stipule que vos données ne servent pas à l'entraînement, rien ne vous garantit que les métadonnées, les reformulations de vos prompts ou les corrections que vos experts apportent aux réponses ne sont pas capturées sous un angle différent, comme l'amélioration du système de modération, de la sécurité ou de la latence, qui sont autant de biais d'entraînement indirects.
L'audit externe est quasiment inexistant dans ce secteur. Et les régulations, comme le RGPD, ne couvrent pas l'utilisation des données agrégées et anonymisées, ce qui laisse une zone grise immense où le fournisseur peut affiner ses poids sans conserver textuellement vos phrases. De plus, la data n'est pas un sous-produit de votre activité pour eux, c'est le carburant essentiel de leur course à la performance. Et renoncer à l'utiliser reviendrait à se priver d'un avantage décisif face à la concurrence chinoise ou open source. En pratique, les clauses de confidentialité sont souvent rédigées de manière si large qu'elles autorisent l'usage des données pour la recherche et le développement du modèle, une notion élastique qui englobe quasiment presque tout. Enfin, si vous désactivez l'option, les erreurs que vos équipes corrigent génèrent des signaux faibles, temps de lecture, hésitation, reformulation, que l'API peut mesurer et réinjecter dans la prochaine itération du modèle. Car pour l'ingénieur, toute interaction humaine est une précieuse récompense pour l'apprentissage par renforcement. Et il est techniquement impossible de dissocier votre usage de l'amélioration globale sans dégrader la qualité du service pour tous. Accepter cette réalité, c'est comprendre que le modèle n'est pas un outil neutre, mais un prédateur cognitif qui transforme votre expertise en son propre capital, et que le contrat n'est qu'un écran de fumée face à l'architecture technique qui rend cette captation quasiment inévitable. Lorsque j'évoque votre exposition aux risques liés au couplage système d'une IA, l'actualité récente nous en a offert une illustration savoureuse. En juin 2026, vous n'êtes pas sans savoir que les autorités américaines ont contraint Anthropic à suspendre 2 de ses modèles. Du jour au lendemain, des milliers d'entreprises qui avaient intégré Claude dans leur processus se sont retrouvées privées de l'outil qu'elles avaient érigé en pilier de leur infrastructure. Cette affaire a parfaitement mis en lumière que l'accès à un modèle d'IA peut être coupé du jour au lendemain. Que ce soit pour des raisons réglementaires, géopolitiques ou commerciales, la dépendance à un fournisseur unique est pour une entreprise un risque existentiel. Et c'est ce que souligne également un article de l'IFRI. Le marché français a, je crois, pris conscience de ce danger. Et il est possible aujourd'hui de déployer des architectures modulaires qui réduisent leur dépendance à un seul fournisseur. Et c'est tout le cœur de métier de mon positionnement. Je propose des systèmes agentiques par nature qui n'utilisent pas qu'un seul modèle. Mon cœur de métier, c'est la technologie d'orchestration qui combine tous les modèles d'IA générative existants. La plupart des utilisateurs de LLM ont encore une vision chatbot de l'IA qu'il est plus que temps de dépasser. Une requête, un traitement par le modèle, une réponse. C'est un usage en boucle ouverte, simple, linéaire. Mais cette approche est radicalement insuffisante pour les besoins de l'entreprise. Un système agentique, en revanche, est bien plus qu'un LLM. Un agent est un modèle d'IA doté d'outils, de mémoire, d'une mission et d'éléments pour le surveiller. L'IA agentique ne se contente pas de générer du texte, elle planifie, utilise des outils, exécute des tâches sur plusieurs étages et agit de manière autonome. Et c'est d'ailleurs une différence structurelle qui a été soulignée dans une analyse du MIT. Concrètement, une architecture agentique ne se résume pas à un modèle de langage, mais à un système dynamique où 4 fonctions essentielles s'enchaînent en boucle. D'abord, la perception, qui collecte et interprète des signaux venus de l'extérieur, comme des bases de données, des API ou encore des capteurs. Ensuite, la mémoire, qui conserve et réutilise les connaissances, qu'il s'agisse du contexte immédiat de la conversation ou des données historiques de l'entreprise. Puis la planification, qui décompose un objectif complexe en sous-tâches et orchestre leur ordonnancement. Et enfin, l'action, qui exécute concrètement ces tâches en interagissant avec des outils externes comme des API ou des systèmes métiers, l'ensemble formant un cycle continu où chaque étape alimente la suivante. Le LLM n'est alors plus qu'un composant parmi d'autres, certes central, mais totalement interchangeable. Une architecture agentique bien conçue est donc modulaire par nature, car elle est composée de briques interopérables qui répondent à des besoins spécifiques. Et cette modularité offre des avantages vraiment décisifs. La modularité est donc ici à considérer comme un rempart au verrouillage des fournisseurs de LLM. Comme je vous l'ai dit, l'architecture agentique permet d'isoler le LLM derrière une couche d'abstraction, autorisant ainsi le remplacement d'un modèle par un autre sans impact sur le reste du système, comme basculer de Claude à Mistral ou à un modèle open source en cas de suspension ou d'apparition d'une alternative plus performante, ce qui constitue un avantage concurrentiel majeur. Elle permet également de favoriser la spécialisation des agents en substituant à un LLM géant unique plusieurs agents dédiés, chacun plus petit, plus rapide, plus économique et plus fiable qu'un généraliste.
Une architecture agentique assure également la résilience, car une panne d'un composant n'interrompt pas tout le système si la criticité est répartie et non concentrée en un point unique. Enfin, l'architecture agentique renforce la gouvernance, puisque les règles métiers, les contraintes de conformité et les garde-fous de sécurité sont implémentés au niveau de l'orchestration, ce qui permet un contrôle extrêmement fin des actions de l'agent sans se fier aux seules bonnes intentions du modèle. Tous ces aspects montrent que le marché français est mûr pour l'IA agentique, à condition de bien comprendre ce que cela implique. La phase d'euphorie et d'expérimentation est terminée et laisse place à la maturité et à l'industrialisation. Les entreprises ont compris le potentiel de l'IA, mais elles ont aussi compris leurs limites. Elles ne veulent plus de pilotes qui ne passent jamais en production, elles ne veulent plus de factures qui explosent, elles ne veulent plus de dépendance à un fournisseur unique. Elles veulent des solutions robustes, modulaires, maîtrisées et pérennes. C'est exactement ce que propose une architecture agentique bien conçue. Le LLM n'est qu'une brique, certes essentielle, mais interchangeable. Le véritable savoir-faire tient dans l'orchestration, dans la gouvernance, dans l'intégration aux systèmes existants, dans la qualité des données et dans la capacité à mesurer et à améliorer en continu. La singularité qui nous démarquera ne tiendra pas dans le modèle que nous utilisons, mais dans la façon dont nous structurons l'environnement autour de lui. Le modèle est une commodité, l'architecture est un avantage concurrentiel durable. Comme le rappelle Andrej Karpathy, nous ne sommes pas dans l'année, mais la décennie des agents. Les fondations d'une IA agentique transformatrice sont en train d'être posées. Les investissements sont importants, les déploiements en production se multiplient et la feuille de route a gagné en clarté. Mais les défis structurels autour de la confiance, de la gouvernance et de la connaissance sont suffisamment sérieux pour que les déploiements généralisés et à forte valeur ajoutée prennent du temps. Et c'est dans cet espace, entre la promesse et la réalité, entre l'expérimentation et l'industrialisation, que se joue la bataille de l'IA en entreprise. Et c'est là que les architectes agentiques ont un rôle tout à fait décisif à jouer. Nous ne vendons plus des modèles, nous vendons des architectures. Nous ne vendons plus de la technologie, nous vendons de la résilience, de la flexibilité, de la maîtrise. Nous ne vendons plus une solution, nous vendons désormais une vision. Cette vidéo est dédiée à tous ceux qui, comme Yann Lequin, rappellent que le langage n'est qu'un sous-produit de l'intelligence et que la véritable intelligence réside dans la capacité à interagir avec le monde, à le modéliser et à le comprendre. Et à tous ceux qui, dans les entreprises françaises, construisent patiemment les architectures qui permettront à l'IA de tenir ses promesses.